Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode du balado de l'Observatoire des droits de la personne de l'Université de Montréal. Diana Catalan, graduée de la maîtrise en affaires publiques et internationales de l'Université de Montréal. Anne Guérin-Lévesque, candidate à la maîtrise en affaires publiques et internationales. Fatima Issara El Abda, candidate à la maîtrise en études internationales. On a la chance aujourd'hui d'accueillir M. Yves Tiberghien. Alors rapidement, M. Yves Tiberghien est professeur de sciences politiques et directeur de l'Institut de recherche asiatique de l'Université de Colombie-Britannique. Je suis ancien directeur. Ancien directeur. Émérite, directeur émérite, mais je suis Parfait. directeur du centre du Japon. Excellent. Donc voilà, directeur du Centre de recherche japonaise de l'Université de Colombie-Britannique. Vous êtes également chercheur à la Fondation Asie-Pacifique du Canada et chercheur senior à l'Institut de la Chine de l'Université d'Alberta. Vous êtes également membre du International Steering Committee de la Pacific Trade and Development Conference et professeur invité à Sciences Po Paris et à la Taipei School of Economics and Political Science. Vous avez occupé d'autres postes de professeur invité à l'Université de Tokyo, à l'Université nationale Chengchi, à Taipei, au GRIPS à Tokyo, ainsi qu'à l'École de politique publique de Jakarta en Indonésie. Vos recherches portent sur l'économie politique comparée de l'Asie de l'Est et sur la gouvernance économique et environnementale mondiale. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. On va commencer avec sur le sujet dont vous êtes probablement le plus familier, donc l'Asie de l'Est, le Japon. C'est un pays qu'on n'a pas eu la chance d'aborder très souvent dans le balado de l'Observatoire. Donc, ce qu'on voulait savoir, on peut commencer par parler des impacts de l'immigration et des politiques économiques du Japon. Donc, dans les dernières années, plus récemment aussi, on entend beaucoup parler de la crise démographique du Japon. On connaît une baisse du nombre de la population. Quels seraient les impacts économiques et sociaux d'une politique basée sur une immigration de masse comme celle suggérée par certains experts? Merci Diana. C'est vraiment un plaisir de vous rejoindre dans ce balado qui est une belle initiative. Alors, ce qui se passe au Japon, c'est vraiment intéressant. C'est d'ailleurs très important de passer du temps sur le Japon, parce que c'est vraiment un très grand pays qui est souvent un pays à la frontière de plein de problématiques qui tombent sur les autres pays après. Alors là, pour ce qui est de la démographie, la première chose à savoir, c'est que le Japon, c'est un des seuls pays qui est en train de vivre un déclin démographique rapide. La population est arrivée à son sommet en 2009 à 128 millions. Et maintenant, elle est tombée à 122, la population japonaise. Donc, ils ont perdu 6 millions entre 2009 et 2025, c'est 16 ans, 15 ans en gros. Et, euh, et ça s'est accéléré énormément sur les 3 dernières années. Et là, en 2023, on n'a pas encore les données 2024, mais en 2023, il y a eu une perte de population de 830 000, ce qui est quand même énorme. La population, du jour au lendemain, descend de 830 000. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça a mené à des tas de débats, des tas de réflexions, que faire, etc. Euh, Ironiquement, la fertilité, donc le taux de fertilité, de fécondité par femme, est mauvais, mais il est à 1,4, mais c'est pas le pire en Asie. Il y a bien pire en fait maintenant. La Corée est entre 0,7 et 0,9, Hong Kong 0,8, Singapour 1,1 et la Chine à 1,2. Donc en fait, en comparaison à ses voisins, le Japon est pas le pire. Mais ça fait très longtemps qu'on a ce problème. C'était même tombé à 1,3. Et donc, ça s'est cumulé pour arriver à cette perte de population. La Corée perd pas encore de population. La Chine commence. Elle perd plus d'1 million par an. Mais donc, c'est un peu l'état pionnier là. Quand on passe ensuite à l'immigration, qui a été un sujet très difficile pendant de longues années, parce que à la fois le parti au pouvoir, qui est presque toutes les années au pouvoir, le parti PLD, qui est très conservateur, et même la majeure partie de la population étaient contre l'immigration pendant très très longtemps. Et,
Et ils sont surtout parce que le pays croit encore à la cohésion nationale, à une cohésion qui doit être culturelle et fondée sur la langue, sur les coutumes, etc. Donc, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le multiculturalisme au Japon. Ça domine depuis toujours. Mais il y a eu un peu un coup de théâtre à partir de 2015 pour des raisons avant tout économiques. Le Premier ministre très conservateur Abe a ouvert une politique d'immigration nouvelle, bon, qui est court terme, c'est pas de l'immigration permanente, c'est un nombre d'années. Ils essayent d'éviter les familles, donc c'est avant tout des 75% des jeunes hommes. Donc, c'est pas comme au Canada, mais il se passe quelque chose qu'on n'a jamais vu au Japon. Maintenant, on a 3,3 millions d'étrangers. On a eu, la dernière que j'ai vue pour 2023, on a eu 330 000 nouveaux arrivants, immigrants étrangers, et c'est une révolution. Et ce qui est amusant aussi, c'est que en ce moment, c'est un peu la lune de miel. La population est très réceptive, contre toute attente. Parce que pendant très longtemps, les sondages montraient une opposition. Et là, on est à 62-65% de soutien à cette politique. Il faut voir aussi que Abe était le plus conservateur des premiers ministres depuis très longtemps. Il est vraiment à un bout du spectre. Et finalement, c'est lui qui pouvait faire ça parce que, il n'y a pas plus conservateur que lui. Et donc, ironiquement, c'est comme Nixon qui va en Chine dans les années 70. Si on a quelqu'un qui vient de la mouvance très nationaliste, très culturaliste et a priori anti-immigration qui se retourne, eh bien, c'est lui qui a fait accepter, dans un sens, ce revirement. Mais il faut dire aussi que ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Alors, c'est surtout de l'immigration régionale. Donc, le premier pays à envoyer des migrants, c'est le Vietnam, avec un quart des migrants, suivi de la Chine, à peu près 20%, suivi des Philippines avec 8%. Après, on a Indonésie, Myanmar, on a même Bangladesh. Donc, c'est Asie du Sud-Est, Chine, et on commence l'Asie du Sud, avant tout. Et il y a un petit peu d'Amérique latine, mais c'est quand même très régional. Ce sont des voisins, a priori. Euh, il y a donc une certaine connivence culturelle, une acceptance, par exemple, du confucianisme qui est partagée dans la région. Euh, et on les voit maintenant qui travaillent dans des tas de positions assez visibles, comme dans les Family Mart ou les 7-Eleven. Maintenant, la majeure partie des employés, surtout le soir, sont issus de l'immigration. Et c'est vraiment une révolution. Moi, j'ai vécu longtemps au Japon. C'était inimaginable de voir ça. Et en plus, ils sont tous formés donc, à la coutume traditionnelle japonaise. Donc, ils nous reçoivent en japonais avec toutes les formes assez formelles. Ils ont été tous formés. Et même s'il y a un étranger, donc on voit très bien que c'est quelqu'un qui parle anglais, il voit un étranger qui a priori parle anglais, eh ben, ils ne parlent pas en anglais. Ils sont vraiment formés au moule japonais du service, etc. Et donc, c'est une réalité nouvelle. Et donc, tout le monde est un peu étonné. Donc, on commence à avoir de plus en plus de chercheurs qui travaillent sur l'immigration. Jusqu'à maintenant, personne ne voulait toucher à l'immigration parce que c'est un sujet toxique. Ça n'arrivera jamais. Le Japon, pour l'asile politique, n'accepte que 20 par an. Enfin, c'est des choses comme ça. Donc, il y a rien à voir, rien à rechercher. On n'est pas aussi dans une optique résidence, permanence ou citoyenneté. Ils ne vont pas obtenir la citoyenneté. Donc, voilà, donc personne s'y attendait. Et puis là, c'est quand même une petite révolution. Mhm. Oui, vous avez mentionné l'ancien premier ministre Shinzo Abe, qui il avait aussi mis en place la politique des Womenomics, si je le Mhm. dis bien. C'était dans le but de faire rentrer plus de femmes sur le marché du travail. Est-ce que ces politiques ont eu des résultats concrets? Est-ce que ça a été un succès? Est-ce qu'il y avait de la réticence de la part des femmes? Alors là, pour le coup, le succès est très limité. Et je crois qu'on ne peut pas trop blâmer les femmes, mais c'est plus blâmer le système économique et social. Parce que
Une des raisons pour lesquelles les femmes souvent ne peuvent pas travailler, c'est parce qu'il y a des normes dans l'entreprise que quand on a un enfant, on ne peut pas travailler. Puis ensuite, parce que les hommes, ils continuent de travailler des longues heures le soir et ensuite d'aller boire avec les collègues. Et donc, ils ne sont pas là à la maison pour faire le travail. Donc, il y a un problème de fond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter la présence des femmes au travail sans réduire le nombre d'heures travaillées par les hommes. Également, il faut augmenter les congés paternels, il faut augmenter. Il y a un effet de levier, c'est-à-dire que c'est quand même lié à la garde des enfants et, euh, et de s'occuper de la maison. Et si les hommes prennent pas le travail en main, c'est très très dur pour les femmes d'entrer dans un marché du travail qui est très dur quand même, très conservateur avec des longues heures à travailler, qui n'est pas. On est très loin du Canada. Et donc, sur le fond, le marché du travail n'a pas fait ce grand ajustement. Et donc, tout reste cosmétique. Alors, certes, alors maintenant, officiellement, ils ont un soir de temps en temps où on encourage tout le monde à quitter plus tôt pour aller se détendre, etc. Donc, en gros, il faut pousser tout le marché du travail et les hommes à changer leur fonctionnement. Mais les entreprises, aucune veut être la première à le faire, quoi, parce qu'ils vont perdre économiquement. Donc, il faut presque que l'État les force à travailler moins, à changer socialement. Et ça, bon, d'une part, c'est très dur à faire. Et puis ensuite, les méthodes mises en place n'ont pas été suffisantes. Aujourd'hui, je regardais tout à l'heure, il n'y a que 54% des femmes qui travaillent au Japon contre 71 des hommes. Donc, on a ce déficit. Et ensuite, la plupart des femmes restent en majorité dans du travail irrégulier. On a maintenant 35-40% des travailleurs au Japon qui sont irréguliers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de belle couverture sociale, qu'ils n'ont pas un travail à vie. Tous les autres, les 60%, on ne peut pas les licencier. Chaque année, leur salaire augmente et puis ils ont une couverture sociale et ils ont une couverture de retraite, etc. Les irréguliers n'ont pas. Donc, on a vraiment un système à deux vitesses et deux tiers, au moins deux tiers, jusqu'à 70% des travailleurs irréguliers sont des femmes. Donc, elles sont souvent coincées dans ce deuxième système. Et ça veut dire aussi, quand on est une famille et que s'il y a un ou deux enfants, et qu'il y a quelqu'un qui doit arrêter le travail, alors si on a l'homme qui a son travail, qui paye plus et qui est bien couvert socialement, et la femme qui est moins payée et qui est plus irrégulière, la famille va choisir d'abandonner le travail irrégulier. Donc, tout ça, c'est des choses structurelles qui sont très, très dures à changer. Et puis là-dessus, ben là encore, Abe était un conservateur. Moi, j'ai été emmené par une tournée japonaise officielle du gouvernement pour faire à un moment une semaine pour visiter tous les ministères, assez haut placés d'ailleurs, pour apprendre des choses sur la politique étrangère, etc. Et c'était sous Abe. Et avec mon collègue canadien, on a été invité à voir le centre, le headquarter, le QG pour Womenomics de l'Office du Premier ministre de Abe. On va voir donc le QG. On nous fait un beau PowerPoint, il y avait un très très beau document avec toutes les mesures, donc des mesures notamment pour faire un peu plus de place, de crèche, ce genre de choses. Et puis, bon, on s'est rendu compte quand même que celui qui nous présentait tout ça, c'était un homme. Et il y avait une assistante à côté qui nous servait le thé. Alors, à un moment, on dit, excusez-nous, on a juste une question. On peut lui poser une question à elle, parce qu'on parle des femmes, là. Euh, Elle dit oui, bon, alors on demande à l'assistante, vous croyez que ça change beaucoup, là, tout ce qui se passe, toutes ces mesures qu'on vient d'écouter? Elle nous a dit, pas du tout. Pas du tout. Et la structure de ce bureau pour libérer les femmes était en fait une structure très hiérarchisée avec un homme traditionnel c'était très, alors, je ne sais plus comment on dit ça en français, mais très gendered. Oui, oui, exactement, oui. Genré, on dit, comment on dit en québécois? Genré, exact. Genré, voilà. Donc là, beaucoup moins de révolution. Mais peut-être qu'on dira à long terme, il est possible qu'il a fait bouger le débat, il a fait réfléchir, beaucoup de ministères ont commencé à faire des études, etc. Mais bon, il faut bouger la société, quoi. Et surtout les entreprises. Mhm. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Mhm. Vous avez répondu à la perception de l'immigration au Japon. Donc, comme vous l'avez expliqué, il y a une différente interprétation. Les gens sont beaucoup plus ouverts à l'immigration dans leur pays. Avant, comme vous l'aviez dit, c'était un petit peu plus
petit peu plus tabou étant donné que c'est une société culturellement homogène et il y avait des réticences d'ordre culturel historique. Donc aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Selon vous, quels sont les principaux leviers que le gouvernement japonais pourrait, entre guillemets, activer pour aller davantage vers cette direction, d'amener de plus en plus de personnes sur le territoire japonais? Et d'un autre côté, quels sont les acteurs qui pourraient, qu'il s'agisse du gouvernement, des entreprises ou des communautés locales, qui pourraient jouer un rôle central dans cette transformation-là, dans un premier temps. Ensuite, comment le Japon pourrait-il s'inspirer de pays comme le Canada, par exemple, pour développer une politique d'immigration qui serait dite plus inclusive et plus équitable? Oui, c'est des bonnes questions, ça. C'est des très bonnes questions. Alors, donc, bien que ce soit une belle surprise, ce qui se passe au Japon, ça reste fragile parce que pour l'instant, ce n'est que le début dans un sens. Et pour l'instant, ils font ce qui est facile, c'est-à-dire que c'est une immigration sélective pour certains emplois, mais qui sont plutôt des emplois qui n'ont pas besoin d'un très haut niveau d'études. Et bien sûr, ciblés sur la région Asie, surtout avec des jeunes. Et pour l'instant, ils n'ont pas eu à se poser la question de qu'est-ce qui se passe après 3, 4, 5 ans. Pour l'instant, ils sont renouvelés annuellement. Donc, ils sont tous quand même précaires sur le fond. Euh, et qu'est-ce qui se passe quand ils ont une famille? Est-ce qu'on les laisse, si c'est une famille qui vient de pays d'origine, est-ce qu'on laisse venir une, euh, une spouse, donc une ou un époux, ce genre de choses. Ils n'ont pas encore toutes ces questions. Pour l'instant, ce sont les forces vives, jeunes, dans les 20 ans, qui arrivent travailler. Et il y a aussi qu'est-ce qui se passe s'ils restent année après année? Est-ce qu'il y a des questions après de, donc, ils vont devenir des personnes âgées sur place. Est-ce qu'ils sont prêts à ça? Ils n'ont pas encore pensé tout le système par rapport à une immigration. Euh, et puis, ils n'ont pas encore changé du tout le processus de résidence permanente. Pour être résident permanent et encore plus citoyen au Japon, ça reste un parcours de combattant extraordinaire. Très, très, très peu de non-japonais de naissance deviennent citoyens. Pour être citoyen, même résident permanent, il faut que des inspecteurs ministère de la Justice viennent dans votre maison pour vérifier que votre façon de vivre est japonaise culturellement. Donc, par exemple, si on n'enlève pas les chaussures, si on n'a pas des sandales pour les toilettes, toutes les coutumes de vie doivent être acceptées. Et s'il y a des choses qui sont ratées, dans ces cas-là, on ne devient pas résident permanent. Donc, il faut accepter la culture. Ce n'est pas du multiculturalisme, c'est devenir japonais. Et pour devenir citoyen, c'est une batterie. Je crois qu'ils ont tout un questionnaire et puis ils vont voir 300 choses, quoi. Même l'organisation de la cuisine. Enfin bon, c'est des choses assez extraordinaires qu'on ne peut pas imaginer au Canada. Donc, donc, ils vont créer, pour l'instant, il y a tous ces jeunes qui viennent, qui travaillent, qui s'intègrent, qui parlent japonais. Je crois que c'est encore, beaucoup sont encore, sont pas mariés ou ont pas encore d'enfants. Mais tout ce qui va suivre après, pour une vie complète, qu'est-ce qui va se passer? Ou est-ce qu'ils espèrent faire de la rotation? Renvoyer tout le monde après 5, 6 ans, qu'ils aillent leur famille ailleurs, et puis avoir une nouvelle classe jeune. Je pense que ça, ils ont du travail à faire. Euh, pour ce qui est de l'opposition, on a quand même eu, donc il nous reste une frange, un tiers qui est sceptique. On n'a pas un consensus. Et il suffirait de... Ils sont comme partout, mais surtout au Japon, les gens sont hyper sensibles à la criminalité parce que le Japon, c'est le pays où il y a le moins de criminalité de la planète. On peut laisser son portefeuille à minuit sur un bord d'une rue, on revient 1 heure après, il sera là où quelqu'un vous aura retrouvé, vous rapporte votre porte-monnaie, enfin, vous l'oubliez dans un taxi. Il y a une sécurité qui est extraordinaire, vraiment. Bon, on trouve ça aussi à Taïwan, on trouve aussi en Corée, mais c'est très, très rare dans le monde entier. Et ça, c'est à cause de cette cohésion, de cette confiance mutuelle bon, qu'il y a. Euh, et il suffirait de cas de criminalité qui augmentent et qui soient associés à des migrants pour que la population puisse tomber sous 50% de soutien. Donc, tout ça, ça reste fragile dans un sens. Euh,
Et c'est aussi pour ça que le gouvernement fait quand même attention progressivement jusqu'à maintenant. Euh, Après, pour ce qui est du soutien, la question sur qui est un acteur clé, les acteurs clés, c'est quand même pas mal les gouvernements locaux, parce que tous les papiers, la régulation des papiers, la carte annuelle, euh, les services, l'accès aux services médicaux. Alors, le Japon est progressif sur un plan, il donne accès à la couverture médicale, etc., à ces migrants. Beaucoup mieux que c'est qu'on dirait en Australie ou aux États-Unis. Par rapport à beaucoup de pays anglo-saxons, le Canada est mieux, bien sûr, là-dessus, mais beaucoup de pays anglo-saxons sont durs avec les migrants au niveau couverture sociale. Pas le Japon, il est généreux. Euh, et tout ça est géré au niveau gouvernement local. Euh, et jusqu'à maintenant, beaucoup de gouvernements locaux sont impliqués. Il y a des ONG qui sont aussi autour, qui aident les migrants. Il y a quand même un mouvement social derrière. Et c'est assez beau à voir. Et surtout au niveau local. L'opposition va toujours être plus au niveau du gouvernement central, où il y a donc plus d'hommes politiques, et beaucoup hommes, quelques femmes et une majorité d'hommes politiques très conservateurs. Euh, alors, la grande leçon du Canada pour le monde entier, en fait, le système canadien, c'est un système en deux parties. C'est d'une part système à points avec l'immigration choisie, qui en fait est liée à un haut capital social ou capital d'éducation. Donc c'est quand même sélectif. Et c'est pas d'ailleurs la même frange que le Japon cible, parce qu'ils ont ciblé plus ce qui leur manque, comme ils ont un trou démographique. Et donc plus, il y a moins de niveau d'éducation. Euh, et l'autre partie du Canada, c'est une fois qu'on passe le système de sélection, qu'on passe par les points, on a accès à la résidence permanente assez rapidement, avec certaines conditions, et après un certain nombre d'années et un test à la citoyenneté. Alors, cela dit, le système est en train de souffrir un peu là depuis 3 ans, on n'a jamais vu ça, mais comme on a eu post-Covid un rattrapage, qui n'a pas été très bien dosé, quoi. On a eu 1 million par an d'immigrants pendant 3 ans, et donc ça a fait exploser le système de housing, le système immobilier. Et donc, on a une crise, et c'est la première fois qu'au Canada, on voit une majorité de la population qui soutient plus le niveau d'immigration actuel. Donc, l'immigration est devenue un sujet politique. Donc, on voit quand on réfléchit que le système canadien dépendait d'un sweet spot, d'avoir le bon chiffre, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il faut un certain équilibre entre les flux migratoires et la capacité du système immobilier, et du système médical pour faire suite. Et idéalement aussi les emplois. Donc il faut que tout ça soit un équilibre pour que ce soit parfait. Je vous remercie de vos réponses. Mm. Vous avez mentionné les États-Unis et le Japon fait partie de la région Indo-Pacifique. La semaine dernière, on a vu l'investiture de Donald Trump. On a vu qu'il a déjà commencé à apporter des grands changements quant à la politique étrangère des États-Unis. Donc, quel est l'impact du retour de Donald Trump en tant que président sur les alliances stratégiques dans l'Indo-Pacifique et comment les pays d'Asie se préparent-ils au scénario? Oui, alors ça, c'est la grosse question. Euh, Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect l'ordre mondial et l'ordre par la règle, etc. Et puis l'aspect gestion de la tension des grandes puissances. On a une bipolarité qui se forme entre États-Unis et Chine, et donc comment ils gèrent ça et comment ça impacte les alliés. Mais sur le premier plan, les alliés, tous les alliés américains, Japon, Corée, ont l'allié informel qui est Taïwan, les Philippines, mais également les alliés européens, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous ces alliés adhèrent fortement à l'idée d'un ordre mondial fondé sur la règle, sur le respect des institutions internationales, du droit international, des normes internationales. Et le nouveau président s'insurge contre ce système, qui a été quand même pas mal créé par les États-Unis à l'origine, mais depuis les 20 dernières années, ça a été poussé par les autres alliés, en fait, plus que les États-Unis. Euh, donc ça, c'est un choc. On voit au Japon, ils sont sous le choc. L'idée que même le Japon a réagi fortement à l'idée que les États-Unis veuillent utiliser la force contre le Panama, le Groenland et même le Canada, et veuillent forcer le Canada à être intégré de force. Donc ça choque tous les alliés partout. Et c'est la première partie.
Donc, mais en même temps, tous ces alliés, que ce soit l'Indo-Pacifique ou l'Europe, sont presque incrédules. Tout le monde est tétanisé, ne savent pas comment répondre. Puisque les États-Unis sont à l'origine de cet ordre mondial, et maintenant les États-Unis s'insurgent contre l'ordre qu'ils ont créé. Donc ça fait mal à la tête. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, comme c'est fondé quand même sur le pouvoir américain, si le pouvoir américain veut détruire ce système, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est de la folie. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un aspect cognitif puissant. Et tout ce qui est arrivé la semaine dernière choque beaucoup quand même. Tous les alliés partout. Parce qu'aucun allié n'est aligné là-dessus, sur cet aspect assez extrême. Euh, Peut-être à part l'Argentine actuellement, mais euh, ensuite, il y a la deuxième partie, c'est la gestion de la Chine, puisqu'on est en train de vivre une transition de pouvoir. On a vécu le plus gros basculement de pouvoir dans les 20 dernières années en 150 ans. Donc, en 150 ans, on n'a pas eu 20% du pouvoir qui change de main entre un groupe, donc le Nord, qui vont vers le Sud. Et sur ces 20%, 15 ont été pris par la Chine. C'est en fait 22. Et 7 par l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale. Donc, c'est à la fois bipolaire et multipolaire. Mais donc, on a une tension très forte entre la puissance montante, qui fait maintenant 70% de l'économie américaine, et l'hégémon descendant, qui veut absolument stopper la croissance chinoise et les bloquer. Donc, on a une confrontation puissante. On s'attendait, puisque dans l'administration Trump, au niveau de tous les postes stratégiques de défense et d'affaires étrangères, il a nommé avant tout des faucons qui sont assez durs par rapport à la Chine, même idéologues. On s'attendait dès le début à une position assez dure par rapport à la Chine, avec des menaces, des sanctions, des droits de douane ajoutés, etc. Pour l'instant, c'est un peu la surprise court terme et on n'a rien vu. Au contraire, il se cible sur d'autres. Il se concentre sur le Canada, sur ses alliés. Donc, ça surprend un peu. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si ça présage quelque chose de plus profond, parce qu'en fait, outre les faucons, il y a aussi d'autres alliés de Trump, et il y a notamment le big business, et il y a le big tech, donc des gens comme Elon Musk, etc., qui ont beaucoup de présence en Chine. Il y a aussi la haute finance, et ils sont très présents en Chine. Donc, et ils sont très importants dans la réélection de Trump. Donc, ça peut avoir un effet de, d'empêchement des faucons ou de stabilisation ou de neutralisation. Et par contre, il y a le groupe, la base, qui est donc MAGA, Make America Great Again. Eux, ils sont contre la Chine au niveau commercial. Ils veulent faire revenir les emplois, l'industrie aux États-Unis en pensant que c'est un jeu à somme nulle et qu'il faut donc les faire partir de la Chine par les tarifs. Donc, on a tous ces groupes qui sont autour de Trump. Et ce qu'on a vu dans son premier mandat, c'est qu'il y a un cycle. Au début, les groupes plutôt business avaient gagné, et donc il y avait une relation assez paisible avec la Chine pendant 1 an et demi. Puis après, il y a un basculement. Il s'en est pris à la Chine sur le plan commercial, et puis les faucons se sont rajoutés, et c'est devenu une confrontation très, très dure. Et ensuite, pendant Covid, ça a été une escalade avec plus aucun contact diplomatique et des insultes sans arrêt. Donc, on a eu 3 phases. Donc là, pour savoir où on est et où on va, c'est très, très dur. Est-ce que c'est simplement qu'aujourd'hui, il s'occupe d'autre chose? Parce il fait plein de choses et il s'attaque à des tas de sujets. Mais bon, il se réserve la bataille contre la Chine pour plus tard. Ou bien est-ce qu'au contraire, comme il nous fait penser au 19e siècle, dans son discours, il a parlé de destinée manifeste et de devoir agrandir son territoire, des tas de choses qui sont très 19e siècle. Ben, au 19e siècle, il y avait aussi le respect des zones de pouvoir des grandes puissances. Euh, Est-ce que c'est ça vers quoi il se rapproche en disant, bon, la Russie peut s'occuper de la zone proche comme Ukraine, la Chine va s'occuper de sa zone frontalière, et nous, on domine tout l'hémisphère occidental, l'Amérique latine et tout ça, et sans doute l'Europe aussi, et bon, le reste, on s'occupe moins. Donc, est-ce que c'est une question de sphère d'influence ou est-ce que c'est simplement une séquence où on va arriver à autre chose? Et au Japon, en Corée, Taïwan, tout ça, les gens s'interrogent beaucoup.
il y a beaucoup de perplexité. Ils font des tas de scénarios. Ils sont en fait plus ils se préparent mieux peut-être qu'en Europe. L'Europe est vraiment perdue en ce moment et fragmentée par rapport à Trump. Mais c'est un peu la panique en Europe. Le Canada aussi, je crois. Surtout qu'on a une chaise vide. C'est pas génial. Par contre, au Japon, ils font des stratégies. Ils essayent de se préparer. Ils ont peur soit s'il y a une escalade trop rapide contre la Chine, eh bien, et s'il y avait un risque de guerre, le Japon pourrait être bombardé, donc c'est pas génial. Donc ils ont peur de ça. Mais si au contraire, il y a un condominium trop chaleureux entre Chine et Trump, un G2, c'est pas génial pour le Japon non plus. Donc ils ont peur de ça aussi. Donc eux, ils cherchent un équilibre où il y a à la fois dissuasion militaire, mais bon, on n'escalade pas, on essaie de stabiliser l'ordre. Ça, ce serait une position japonaise, sans doute coréenne aussi. Mais aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Tout ce qu'on sait, c'est que toutes les choses systématiques que faisait Biden, au niveau des alliances, au niveau des règles, au niveau de coopération très systématisée, tout ça, c'est fini. Maintenant, tout est du transactionnel et tout est une question de pouvoir et non plus une question de règles et de routine. Donc ça, ils savent, mais au-delà, on ne sait pas. C'est très, très intéressant. Je pense qu'on pourrait parler du Japon, de l'Indo-Pacifique et de la seconde arrivée de Trump aux États-Unis encore très longtemps. Malheureusement, c'est tout le temps qui nous est alloué. Monsieur Tibergier, merci beaucoup de vous être joint à nous. Je pense qu'on a beaucoup appris de vos opinions. Et puis, voilà, j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on vous a à l'Université de Montréal. Encore une fois, merci beaucoup. Mais c'était un plaisir. Merci. Recherche par Camille Thom. Animation par Anne Guérin-Lévesque, Fatima Ezara El Abda et Diana Catalan. Montage et musique originale par Jean-François Rancourt. Ce balado est une production de l'Observatoire des droits de la personne de l'Université de Montréal.